L'IA forte, ce serait une IA qui serait vraiment consciente et qui aurait des émotions, donc une post-humanité qui serait d'ailleurs immortelle, puisqu'elle serait incarnée, si je puis dire, sur une base, disons, de silicone et pas de carbone, pas biologique. Eux, ils y croient tous, hein. Tous mes copains y croient. Ingénieurs, scientifiques, donc matérialistes aussi. Voilà, c'est exactement ça. Ils sont matérialistes. Et au fond, ce qu'ils me disent, c'est « Mais qu'est-ce que tu crois que tu es d'autre qu'une machine ? Toi aussi, tu es une machine. Donc, si tu es conscient et que tu as des émotions, comme tu es, par exemple, les connexions entre tes neurones, c'est que de l'électricité. Donc, tu es une machine et nous réussirons un jour à fabriquer une machine qui sera autonome parce qu'elle aura la conscience des émotions et là, elle aura son propre agenda. » Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. L'intelligence artificielle, l'IA, est au cœur de toutes nos conversations, mais mesurons-nous vraiment ce que ça risque de bouleverser dans nos vies? Pour en discuter sans plus de présentation, Luc Ferry, qui est déjà venu à l'émission. Bonjour Luc. Oui, bonjour cher Stéphane. Merci d'être là. Alors le dernier livre, je devrais préciser que l'essayiste en a probablement au compteur quoi? Un peu plus de 200. Un peu plus de 200. Oui. Je fais que ça. Alors, le dernier, IA, grand remplacement ou complémentarité. Alors, il y a évidemment un peu de provoque avec cette idée du grand remplacement dans le contexte français, sinon dans le contexte mondial. Alors, je vais vous demander, Luc, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom. Oui, bien sûr. De faire le pitch très succinctement pour tous ceux qui doutent encore. Rentrons pas dans les technicités, mais ceux qui pourraient douter de ce que l'IA est un point de bascule. Réellement, un changement paradigmatique qui bouleversera nos vies et le monde. C'est la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité, je le dis très franchement, parce que les grandes révolutions industrielles n'attaquaient, par exemple, la vapeur, l'électricité, le moteur explosion, etc. Ça n'attaquait qu'un petit secteur, ou même un secteur assez large, mais ça n'attaquait pas tous les secteurs de la vie humaine. Et surtout, l'IA, elle défie l'humanité dans ce qu'elle avait de spécifique jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence et le langage. Et par ailleurs, moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, puisque je donne beaucoup de conférences sur ce sujet depuis longtemps, j'ai commencé à travailler là-dessus il y a déjà plus de 15 ans, ce qui me frappe, c'est que très souvent, les gens continuent à rigoler, ils se marrent et ils se disent, parce qu'ils ont essayé des versions très anciennes de ChatGPT, par exemple, ou d'autres, ou même quelquefois des faux ChatGPT, parce qu'il y en a beaucoup, et donc ils rigolent, il y en a encore un hier, un prof d'histoire qui me disait, oh oui, mais moi je l'ai essayé, attends, mais c'est plein d'erreurs, etc. Je lui dis, mais quelle version vous prenez? Mais il me dit, quoi, il y a plusieurs versions. Je lui dis, mais monsieur, si vous utilisez un faux ou une version ChatGPT 2 par rapport à l'abonnement à ChatGPT 4, c'est comme une 2 chevaux par rapport à une Formule 1. Voilà. Et donc, par exemple, le 4 aujourd'hui, quand vous êtes abonné, il fait plus d'erreurs, quasiment plus. J'en trouve plus. Je lui ai demandé, par exemple, hier, j'ai un ami, Elie Chouraki, qui prépare un film sur... c'est mon meilleur ami, il prépare un film sur Victor Hugo. J'ai demandé à ChatGPT qu'a fait Victor Hugo d'important entre les journées de juillet 1830 et puis 1848. Mais les réponses sont parfaites. Je suis un fan de Hugo. Avec les prompts, vous arrivez... Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait sur le plan amoureux? Qu'est-ce que signifie un prompt? Les prompts, ce sont les questions supplémentaires qu'on pose. Pour affiner le tir? Ça peut être pour deux raisons. Ça peut être pour corriger ou pour affiner ou pour compléter. Ça, c'est les prompts que vous et moi, on est capable de poser à un LLM, enfin une IA générative. Donc ça ne demande aucune compétence particulière. Par exemple, pour Victor Hugo, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a fait sur le plan politique, sur le plan personnel, sur le plan amoureux, sur le plan littéraire, etc. À chaque fois, il me donne des réponses qui sont très très bien faites et il n'y a pas d'erreur. Mais vous pouvez aussi utiliser les prompts pour savoir ce qui s'est passé dans la boîte noire. C'est ce qu'on appelle les trees of thought en bon français. C'est-à-dire comment les arbres de pensée, comme en logique, vous savez, on appelle ça les arbres dans la logique formelle, et parce que en fait, ils passent par toutes sortes de branches pour arriver à un résultat dans la boîte noire. Et c'est une spécialité à part entière que d'essayer de comprendre comment il arrive à un résultat à partir de la question que vous lui avez posée. Alors, je vais vous poser une question sciemment provocante par le mot que je vais employer, mais non, pour voir si la programmation fait encore quelque chose. Si je demandais dans la foulée
foulée de ce que vous venez de me proposer, à ChatGPT, Oui. qui ont été, pendant cette période, les nègres de Victor Hugo? Est-ce que Chat pourrait se rébeller contre Oui, moi il en le fait disant, tout de suite. vous avez employé Bien une sûr. expression inadéquate? Mais bien sûr, immédiatement. Il le fait immédiatement. Si vous demandez, on avait demandé à Gemini, qui est donc l'équivalent Je précise chez aussi, Google. les nègres étant ici ceux qui écrivaient pour lui. Bien sûr, bien l'expression sûr. consacrée pendant longtemps. D'ailleurs, on ne dit plus ça d'ailleurs dans le monde de l'édition. Évidemment. Voilà, on ne dit plus ça. Mais c'est récent qu'on ne dise plus ça. C'est très très récent. Il y a 10 ans, on parlait encore des nègres dans l'édition, pour ceux qui écrivent les livres à la place des auteurs, entre guillemets. Non, bien sûr. On avait demandé à Gemini, au début de Gemini, la recette du foie gras. Il a dit non, je ne peux pas vous la donner parce qu'ils vont renvoyer à PETA parce que c'est cruel pour les oies et les canards. Voilà. Donc, et quand on lui a demandé de représenter les pères fondateurs des États-Unis, il y avait un noir, il y avait une chinoise, une femme évidemment et un lord anglais. Voilà. Donc parce qu'il est. Mais ça, ce sont les erreurs des programmateurs qui sont wokistes et qui sont californiens démocrates, c'est leur droit. Mais c'est la programmation. C'est-à-dire, c'est le point crucial. Si vous cherchez la différence entre la machine et l'humain, il est là. C'est-à-dire que la machine est 1 milliard de fois plus savante que moi, plus cultivée que moi, parce qu'elle a les 15 millions de la bibliothèque du Congrès. Voilà, elle sait tout. Elle a des milliards de documents, de livres, d'œuvres d'art, d'émissions de télé, d'articles de journaux. Elle en a des milliards, pas des millions, des milliards. Et donc, elle est infiniment plus cultivée que n'importe quel humain. Et elle a des algorithmes qui permettent d'utiliser ces milliards de données de manière très intelligente. Mais sur le plan moral, esthétique et politique, les codes, ce qu'on appelle l'alignement, les codes lui sont donnés par les programmateurs. C'est pas elle qui choisit ses valeurs. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait se sophistiquer tellement qu'elle serait capable de s'affranchir de ces codes de programmation et de reconnaître qu'il y a un biais qui peut être embêtant pour la personne qui la questionne? Oui, alors ça, elle est capable de le faire. Elle est capable éventuellement de voir à qui elle s'adresse. Elle peut regarder dans sa base de données. Enfin, si c'est quelqu'un de relativement connu, elle sait à qui elle s'adresse. Elle peut corriger le tir elle-même. Mais voilà, pour l'instant, et je pense que ça ne changera pas, mais c'est un débat. Moi, je suis dans des groupes d'ingénieurs parce que je travaille sur le plan scientifique. Hein. Moi, les petits philosophes qui écrivent des livres sur l'IA sans rien y connaître, ça me fait rigoler. Bon, il faut un philosophe pour dire ça. Non, mais franchement, si, il y en a des très bons. Par exemple, Daniel Handler est quelqu'un qui, sur le plan scientifique, a écrit un livre sur l'IA, mais il connaît, voilà. Mais je ne vais pas citer de nom, mais moi, j'ai enseigné la biologie à la fac de sciences de Paris. C'est comme ça que je me suis intéressé à l'IA, parce que dans le domaine du cancer, qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est un domaine dans lequel ça progresse heureusement très vite, l'IA est absolument géniale. Elle va sauver des millions de vies, donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Donc je reviens sur le fond. Voilà, il y a un débat qui est peut-être le plus important. Presque tous les chercheurs en IA confondent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle généraliste, AGI en anglais, avec l'IA forte. L'IA forte, c'est quelque chose, c'est un cran de plus. L'IA forte, ce serait une IA qui serait vraiment consciente et qui aurait des émotions, donc une post-humanité qui serait d'ailleurs immortelle, puisqu'elle serait incarnée, si je puis dire, sur une base, disons, de silicone et pas de carbone, pas biologique. Bon, eux, ils y croient tous. Hein. Tous mes copains y croient. Tous. Ingénieurs, scientifiques. Donc matérialistes aussi. Voilà, c'est exactement ça. Ils sont matérialistes. Et au fond, ce qu'ils me disent, c'est « Mais qu'est-ce que tu crois que tu es d'autre qu'une machine ? Toi aussi, tu es une machine. Donc si tu es conscient et que tu as des émotions, comme par exemple, les connexions entre tes neurones, c'est que de l'électricité. Donc tu es une machine et nous réussirons un jour à fabriquer une machine qui sera donc autonome. Je reviens à votre question, pardon, mais un peu sinueux, le détour, mais c'est pour aller à l'essentiel. Une machine qui sera autonome parce qu'elle aura la conscience des émotions, et là, il aura son propre agenda. Et ça pose la question, pour les matérialistes ou ceux qui le sont moins, du siège de la conscience. Est-ce que la conscience est fondée dans le monde matériel ou existe en dehors de nos cerveaux? C'est une vraie question que plein de physiciens posent et qu'on peut se poser aujourd'hui, justement, en regard de ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Alors, si vous êtes matérialiste, vous êtes forcément moniste. Donc, vous êtes à la fois spinoziste et peut-être marxiste, je ne sais pas, ou autre. Non, je ne parle pas de vous, Stéphane, je ne sais pas...
pas être indiscret, vous faire avouer Non, vos propres codes éthiques, mais voilà. Mais si vous êtes matérialiste, vous êtes moniste, donc vous pensez qu'il n'y a pas de séparation dualiste entre la pensée et le cerveau. D'ailleurs, les matérialistes avec qui je discute me disent, il y a toujours un argument qui est fort et bête, si je puis dire, si je te bousille le cerveau, tu penseras beaucoup moins bien. Donc ils sont monistes. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout moniste parce que je pense que aussi moins que plus. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans l'équation. Mais de toute façon, il y a une évidence que même mes amis matérialistes ne peuvent pas contourner, c'est que les vérités... Le cerveau est l'instrument qui nous permet de comprendre la vérité, ça c'est évident. Je ne peux pas penser sans mon cerveau, d'accord, ça, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour le comprendre. Mais 2 plus 2 égale 4, où la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre, ça existe indépendamment du fait que je le pense ou pas. Voilà. Donc les vérités transcendent les vérités, quelles qu'elles soient. Et je pense que c'est la même chose pour les valeurs. Les vérités transcendent la matérialité de mon cerveau. Le cerveau me sert à les comprendre, mais il ne les fait pas exister. Elles existent indépendamment de moi. C'est pourquoi je suis dualiste, évidemment. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un débat infini en ce moment, mais la différence pour moi, elle est très simple et très profonde. C'est que moi, je choisis mes valeurs et je peux d'ailleurs changer d'avis. Il m'est arrivé de voter à gauche, il m'est arrivé de voter à droite, je peux changer d'avis, mais l'IA ne choisit pas ses valeurs. Elle est programmée par des programmateurs et elle ne peut absolument pas s'évader du programme. Vous pouvez faire des IA spinozistes, kantiennes, libérales, communistes, wokistes, tout ce que vous voudrez. Ça dépend du programmateur, ça ne dépend pas de l'IA. C'est d'ailleurs une conversation que j'ai eue et la personne qui était dans le fauteuil en face de vous était Jacques Attali qui me dit « Nous serons capables bientôt d'avoir une application capable de faire la distinction entre ce qui est fake news et ce qui ne l'est pas. » Et je lui dis écoutez, moi j'ai comme Shazam pour identifier la musique. Je lui dis c'est parce qu'il y a quand même aussi un biais de programmation. Qui va décider qu'une vérité politique, par exemple, est la bonne ou la mauvaise? Non, j'y crois pas du tout. Non, je pense que là, Jacques se trompe de A jusqu'à Z. Et d'ailleurs, dans l'éducation nationale, à l'université, les logiciels de détection des plagiats sont sont complètement mauvais. Ils sont incapables de voir si un mémoire de master a été fait par ChatGPT ou pas. Parce que ChatGPT répond jamais 2 fois exactement de la même manière. Et puis après, si l'étudiant est pas totalement idiot, une fois qu'on lui a fait son mémoire de maîtrise, il va changer les phrases, il va réorganiser un peu les choses. Moi, j'ai des étudiants qui m'ont montré ça. Ils font leur mémoire de maîtrise de 80-90 pages. Ils les font en 48 heures. J'ai mis 1 an à faire mes maîtrises. Eux, ils les font en 48 heures avec ChatGPT. Et c'est indétectable. Hein. Et donc, il suffit d'ajouter un peu sa patte. Bien sûr, mais comme quand j'étais gamin, au lycée, je faisais du grec et du latin. Quand par hasard, j'avais la chance de trouver dans les classicatiers, ça s'appelle comme ça, les petits livres, la traduction en français de ma version grecque. Évidemment, pour que le prof s'en aperçoive pas, je changeais les mots et la structure des phrases. Oui, puis il suffit de laisser une faute peut-être aussi pour bien montrer. Oui, voilà, il faut mettre quelques fautes d'orthographe, c'est ce que je dis à mes étudiants. Mettez quand même quelques fautes d'orthographe, parce que la vraie différence avec vous, c'est que ChatGPT n'en fait pas. N'en fait plus. Alors, vous parliez des 2 modèles ou des 2 possibles chemins de cette intelligence artificielle forte. Oui. Alors, qui nous amène près de la conscience humaine. Là, elle aurait la conscience humaine, ce serait une post-humanité. Oui. Et l'intelligence artificielle que nous avons présentement, c'est-à-dire omnisciente, parce qu'elle sait à peu près tout, oui. Et qui me donne à moi l'impression d'avoir le gabarit d'un vrai psychopathe, c'est-à-dire de la compétence, mais une incapacité à sentir les choses, mais capable d'imiter le senti, capable de faire comme si un bon psychopathe apprend à détecter dans le visage de l'autre des sentiments qu'il n'arrive pas du tout de manière empathique à comprendre. Est-ce que l'intelligence artificielle est un psychopathe ou une psychopathe? Quand vous discutez avec elle, quand vous discutez avec ChatGPT ou avec, peu importe, je dis toujours ChatGPT, mais enfin Gemini c'est pareil, Claude 3 c'est pareil, bon, il y en a d'autres maintenant, Mistral AI c'est pareil, bon, quand vous discutez avec ces machines, vous avez au bout de quelques secondes, vous avez l'impression de discuter avec un humain très intelligent, y compris quand vous discutez de sujets psychologiques et affectifs profonds. Elle est vraiment excellente et en plus il faut jamais oublier que c'est un bébé encore, ça a 2 ans les IA multimodales. Imaginez dans 50 ans.
C'est quantique, la progression? Alors ça, je vais pas le dire. En tout cas, oui, je dirais qu'elle est exponentielle, parce que la vitesse à laquelle ça progresse, elle est mais dingue de chez dingue. Personne n'avait prévu la qualité, les performances de ChatGPT 4. Voilà, mon ami Laurent Alexandre pensait, il le dit dans son livre d'ailleurs, que les performances de ChatGPT qui sont celles d'aujourd'hui seraient atteintes en 2050. Il connaît très bien ces sujets-là aussi. On est quelques-uns à travailler ensemble. Et donc, ça va très, très vite pour des raisons qui sont d'ailleurs très, très intéressantes. C'est que les algorithmes qui corrigent les biais sont de plus en plus performants. Et surtout, les ordinateurs sont incroyablement plus puissants, puisque maintenant, on est à 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. On ne peut même pas se représenter ce que c'est. Bon. Et puis, c'est surtout ce qu'on appelle en bon français le training. C'est-à-dire l'entraînement se fait aujourd'hui non pas sur des millions de données, mais sur des milliards de données. Et donc, on a des machines qui deviennent incroyablement performantes. J'ai donné 50 pages de mon livre à traduire en allemand à ChatGPT. Il l'a fait en 6 minutes. J'ai été traducteur professionnel pendant 30 ans. Ou elle a été lente. Donc. 6 minutes. 6 minutes, voilà. C'est poussé. 50 pages. Et j'ai pas une virgule à changer. Même sur les blagues, même sur les nuances, c'est absolument parfait. Le métier de traducteur est mort de chez mort, voyez. Et donc, c'est ça. Parce que il y a un économiste très célèbre en France qui enseigne juste à côté d'ici, au Collège de France, qui est un des plus grands économistes français, qui dit que ça aura peu d'impact sur l'emploi parce que seuls les métiers entièrement automatisables seront remplacés. Mais c'était vrai il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est complètement faux. Le métier de traducteur n'est pas un métier entièrement automatisable. Voilà. C'est pas, donc on ne peut pas dire ça, pas plus que le métier de radiologue ou de secrétaire dans un... Voilà. Et ça, c'est entièrement remplaçable. Voilà. La bonne nouvelle, quand on regarde ce qui s'est passé à 2 pas d'ici, à Notre-Dame de Paris, c'est que les compagnons, les artisans et les grands artisans, eux, peut-être ne seront pas remplacés. C'est-à-dire, l'alliance entre l'intelligence et le savoir-faire et la main demeure peut-être la valeur où on se distinguera comme humain. J'ai dit exactement comme vous. J'ai fait des articles qui s'appelaient « Tête, cœur, main ». Ça, ce sera pas. Voilà, j'ai fait plusieurs articles qui s'appellent comme ça. Et en développant, et puis j'avais tort. Voilà, parce que j'avais pas les robots humanoïdes Optimus d'Elon Musk n'étaient pas encore sortis. Maintenant, vous avez des robots humanoïdes qui passent le paradoxe de Moravec, donc qui ont plus de sensibilité au bout des doigts ou dans les bras qu'un être humain. Et vous leur rentrez dans la tête le QI d'un polytechnicien doublé d'un agrégé de philo, de biologie, d'histoire et de mathématiques. Voilà. Et donc ces robots, il y avait un grand panneau sur un immeuble en construction. Les ouvriers du BTP, du bâtiment, avaient mis un grand panneau où c'était marqué « Hey, ChatGPT, est-ce que tu crois que tu peux finir l'immeuble ?» Sous-entendu. Voilà. Eh bien, si, il peut finir. Parce que les robots Optimus sont parfaitement capables de remplacer un ouvrier du BTP, donc des cols bleus. Il y a eu un livre de Daniel Susskind, vous vous souvenez, qui s'appelle « La fin du travail », donc chercheur à Oxford. Et ce Daniel Susskind, moi j'ai lu son livre, je trouvais ça très bien. Il dit, voilà, ça va attaquer les cols blancs, les géomètres, les experts comptables, les radiologues, etc. Bon, très bien. Mais les cols bleus, on dit tous les deux la même chose, tête, cœur, main, le cuisinier, etc., l'ouvrier du bâtiment, l'artisan, ça durera. Mais non, ces robots-là, on les avait pas vus venir et ils sont capables encore une fois, de renvoyer, d'ailleurs, le lapsus, parce que je pense évidemment au remplacement, de remplacer en tout cas un ouvrier du bâtiment. Alors qu'il n'y a pas très longtemps, pour Optimus particulièrement, casser un œuf était un défi colossal. Et Elon Musk disait, on n'a jamais imaginé à quel point la main est une machine complexe et le robot, particulièrement pour les mains, c'est ce qu'il y avait de plus difficile. Voilà. Or, on serait arrivé Bien au-delà, oui. Ouais. C'est le fameux paradoxe de Moravec. Le paradoxe de Moravec, donc était lui-même un chercheur, ingénieur en IA, ça consistait à dire que le robot était capable de faire des choses très, très difficiles, impossibles pour nous, transporter des poids lourds, etc., mais qu'il était incapable de lasser ses chaussures ou de casser un œuf pour faire un œuf sur le plat, et donc incapable de faire des choses qu'un enfant de 5 ans est capable de faire. Mais c'est fini. J'ai des amis qui construisent des robots infirmières, voilà, qui sont capables de vous piquer le
derrière de manière plus délicate qu'un être humain. Voilà. Et donc c'est fini ça. C'est pour ça que moi je suis obligé de reconnaître que je me suis trompé. Alors c'est pas entièrement faux. Les métiers qui associent la tête, le cœur et la main seront moins facilement et moins rapidement remplacés que les autres. Sinon, mais ils le seront quand même. Sinon peut-être qu'on voudra valoriser justement ce travail humainement bien fait, disons les choses comme ça. Oui, c'est possible, mais après ça, ce sera presque une question de choix. Parce que, par exemple, est-ce que vous avez envie d'être servi à table par un robot ? C'est pas forcé. Moi, j'aime bien quand je vais déjeuner dans les restaurants où j'ai mes habitudes, j'aime bien que ce soit un être humain que je retrouve, qui me connaît, on blague, on se parle tous les deux, on se demande des nouvelles avec le serveur, voilà. Mais il y aura peut-être un robot pour faire tout ça aussi. Mais exactement. Pour dire Luc. Simplement, vous savez que c'est faux en même temps. Mais le robot, là, regardez les robots d'Optimus, ils servent à table, ils sont capables de vous préparer une caipirinha ou un mojito quand vous rentrez chez vous le soir. Ils peuvent faire les devoirs des enfants, ils vont faire les courses. Voilà. Et encore une fois, il faut toujours réfléchir à ce qui se passera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Vous voyez, parce qu'on est au tout début de cette révolution. Sam Altman a déclaré, donc le patron d'OpenAI qui a inventé ChatGPT, a déclaré que dans la décennie qui vient, on verrait apparaître des licornes, donc des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars, sans aucun salarié humain. Voilà. Et il a raison, donc il faut l'écouter. Et donc, moi, c'est la première partie de mon livre. Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui seront remplacées ? Et qui le seront plus tôt que tard. Évidemment. Sam Altman, tous ces gens-là, Sam Altman, Zuckerberg, Elon Musk, ils sont tous pour ce qu'on appelle le RUB, le revenu universel de base, l'allocation universelle. Mais Sam Altman, vous avez vu ça, vient de financer pendant 2 ans une étude sur le RUB où il a payé $2 000 par mois des chômeurs américains à ne pas chercher d'autre travail, de boulot et à rester chez eux et à faire ce qu'ils voulaient. Catastrophe absolue. Ah oui, alcoolisme, suicide. C'est le sens de la vie. Mais bien sûr. Antidépresseurs, suicide, alcoolisme. Voilà. Et donc, parce que quand vous n'êtes pas inséré dans un tissu social, et en plus quand vous n'accomplissez aucune tâche d'utilité, vous perdez l'estime de soi. Et donc, moi, dans mon livre, j'analyse ça. C'est moi qui ai fait en France le service civique pour les jeunes, mais moi, je veux faire un service civique pour les adultes. Je vous donne un exemple. Parce qu'on va être caduque d'une certaine façon, comme... Mais beaucoup de gens seront caduques, oui. Ouais. Obsolète. Obsolète, le mot est terrible. Mais alors, je vous pose une question toute simple et bête, mais à quoi sert aujourd'hui la compétence? Pourquoi devenir bon? Pourquoi se perfectionner, sinon que par vanité, pour soi-même en se disant c'est magnifique? Non, je vous explique pourquoi. Et là, on revient à la question des codes éthiques. Encore une fois, l'IA, elle est programmée par les programmateurs qui, encore une fois, peuvent lui donner des codes éthiques qui sont ce que vous faites, une IA naziste, stalinienne, libérale, socialiste, communiste, spinoziste, kantienne, platonicienne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon. Et donc, en revanche, moi, je suis un philosophe du libre arbitre, donc je suis très, très anti-spinoziste, et donc je pense que nous choisissons nos valeurs et que nous pouvons changer d'avis. Et donc, je vais vous dire les choses maintenant très simplement. À quoi ça sert de penser par soi-même ? Vous pouvez prendre un homme de ménage ou une femme de ménage pour faire le ménage à votre place. Vous pouvez prendre un jardinier ou une jardinière pour faire le jardin à votre place, etc. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un pour penser à votre place. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un pour décider du sens de votre vie et de vos orientations fondamentales dans votre vie à votre place. Vous pouvez toujours consulter l'IA, mais elle ne peut pas décider à votre place, elle ne peut pas penser à votre place. Donc moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je leur dis, consultez le ChatGPT. Si je vous donne un sujet de philo, y a-t-il des critères du beau ou ce que vous voudrez d'autre, demandez la réponse de ChatGPT, mais après, commencez à partir de ce qu'il vous a dit, à penser par vous-même, à réfléchir par vous-même, à corriger, discuter ce qu'il vous dit, compléter ce qu'il vous dit. Mais vous pouvez, encore une fois, on peut prendre une femme de ménage ou un homme de ménage, on ne peut pas prendre une machine pour penser à sa place. Je ne suis pas dans une posture conspirationniste ou complotiste. Non, mais je vous pose la question. Mais, je crains le pire. Non, pas du tout. Non, dans une conversation, le pire n'arrive pas nécessairement. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation, puis je ne dirais pas chez ceux qui nous gouvernent, mais ceux qui nous vendent des trucs, par exemple, qui ont beaucoup d'influence dans nos vies, de faire en sorte justement qu'on ne pense pas pour nous-mêmes, que l'on laisse à d'autres ce fardeau et qu'on soit parfaitement manipulable. Et je le constate, c'est tellement détendant que de ne pas se poser de questions.
Alors, Et je vous ai vu faire une grimace horrible. oui, parce que je pensais à un sondage de l'IFOP qui était relativement récent, qui a 2 ans, et qui indiquait que 8 Français sur 10 croient en une fake news complotiste ou autre, voilà, qui sont anti-vax ou climato-sceptiques, mais beaucoup d'autres, ça encore, c'est les plus connus. Et ça, évidemment, c'est très inquiétant. Mais si j'étais encore ministre de l'enseignement supérieur et de l'éducation, ce serait mon sujet numéro 1. Je suis d'ailleurs allé voir Rachida Dati, qui est ministre de la Culture, pour lui en parler, pas à sa demande, mais parce que j'avais fait un article là-dessus. Je pense qu'il y a urgence absolue à avoir des cours d'enseignement de l'esprit critique. Parce qu'on va rentrer dans un monde avec les deepfakes et avec les jumeaux numériques où on sera totalement incapable d'être absolument certain de la différence entre le vrai et le faux. Moi, j'ai plein de deepfakes dans mon portable, dans mon smartphone. J'en ai montré quelques-unes qui sont magnifiques, qui sont indétectables aujourd'hui. Et j'ai des amis, des jeunes qui ont une start-up qui fabrique des deepfakes. Et on n'a pas de mots équivalents en français. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et donc, ils fabriquent des deepfakes qui sont absolument indétectables, qui sont magnifiques. Vous pouvez mettre la tête d'une gamine de 3e, de 15 ans, sur un film porno et foutre sa vie en l'air et la pousser au suicide. Je peux faire croire que vous trompez votre femme ou votre mari, que vous avez mis votre argent en Suisse ou n'importe quoi. Et donc, il y a une vidéo en ce moment de Mélanie qui tourne partout et qui pulvérise Macron devant un public soi-disant d'Africains. Voilà. Et c'est une deepfake. Voilà. Je pense que c'est la première chose dont on doit s'occuper aujourd'hui s'il s'agit de réguler sur le plan juridique, politique et éthique l'IA. Et ça va changer aussi le droit. Grave. Ça va changer le droit. Bien sûr. Parce que des preuves pourront être presque créées de toutes pièces. Il deviendra difficile de les croire. Sinon, nous pourrons conditionner des témoins. Exactement. Qui penseront avoir vu quelque chose. Exactement. Et en plus, il y a une expérience qui vient d'être faite sur les capacités de persuasion qui sont celles de l'IA par rapport aux humains. Ça a été fait à l'EPFL, à l'École Polytechnique de Lausanne. Et le résultat est assez inquiétant. L'IA étant très empathique c'est pareil, elle est codée comme ça, elle est programmée comme ça. Elle est très empathique, elle est très douce. Donc, au lieu de se fâcher quand quelqu'un dit des bêtises, elle essaie de le convaincre, et elle est considérée aujourd'hui par les gens par les humains qui ont fait ces tests comme plus persuasifs que les humains. Donc oui, ce que vous dites, c'est une hypothèse vraiment de réflexion tout à fait cruciale. Il est très possible qu'on rentre dans un monde où le penser par soi-même devienne extraordinairement difficile, et c'est pour ça qu'encore une fois, si j'étais ministre de l'Éducation, ce serait ma préoccupation principale. Et je lèverais évidemment d'urgence l'anonymat sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la première chose que je ferais si j'étais capable de... Pas dans les pays totalitaires, mais dans les démocraties. Chez nous. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et qu'on assume ces propos, voilà, parce que c'est gravissime. Voilà, je pense il y a une jeune fille qui s'appelle Mila, qui a reçu 70 000 menaces de mort et de viol et de torture abominables en quelques semaines, parce qu'elle avait insulté une religion, l'islam. Et c'est... Voilà, parce que les types qui sont planqués derrière leur ordinateur ou leur smartphone, ils se croient tout permis, et ils ont raison, parce que bien sûr qu'on peut retrouver qui c'est, mais comme il y a des milliards de posts par jour, il faudrait des millions de flics ou de magistrats pour pouvoir trouver. L'intelligence artificielle flicarde. Oui. C'est la prochaine étape qui sera retrouvée et envoyer un Optimus à la maison pour arrêter. Mais pour l'instant, elle peut être très, 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 très manipulatrice, et c'est la première chose dont il faut s'occuper quand même. Alors, avant de ventiler ce que ça peut signifier dans nos vies, dans le marché du travail, dans le monde de l'art, parce que c'est fondamental. Ah oui, elle est très bonne aussi en art. J'ai envie de faire un petit détour parce que c'est quelque chose que je suis en train d'articuler depuis 10 jours que M. Trump est au pouvoir. Oui. Et je me dis, il est aujourd'hui, par sa proximité avec les gens de l'intelligence artificielle, des grandes plateformes, Musk, mais pas que. Ah non, pas que. Oui. Ils sont tous couchés devant lui. Hein. Oui, et ils sont très près. En fait, c'est beaucoup les investisseurs initiaux de PayPal. David Sachs, qui est son tsar de l'intelligence artificielle, Peter Thiel, enfin, ils sont nombreux de cette start-up qui a bien marché à l'époque. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il pense qu'avec l'intelligence artificielle, il est possible aujourd'hui de rêver que, sauf peut-être pour la Chine, le dominion américain pourrait être total. Et donc, l'idée du multilatéralisme, l'idée du besoin d'avoir des alliés est bientôt un concept aussi caduc.
Oui, je pense que c'est non seulement ce qu'ils pensent, mais c'est vrai. Je pense que le seul concurrent aujourd'hui des États-Unis, c'est la Chine. L'Europe, elle régule, mais elle n'innove pas. On a l'IA Act, on a le Digital Services Act, mais on régule des innovations qui ne sont pas les nôtres. Donc on est totalement en retard dans le domaine de la troisième révolution industrielle. Moi, je dis troisième révolution industrielle, il n'y a pas de quatrième révolution industrielle, il n'y en a que trois. Mais vous dites en retard, et je ne sais même pas Et si c'est l'expression irrattrapable. s'appelait... Oui, voilà. C'est irrattrapable. Parce qu'un retard implique qu'on pourra un jour être au rendez-vous. Non, c'est quasiment inimaginable que l'Europe puisse rattraper. Là, Madame von der Leyen vient d'annoncer qu'elle allait investir, c'est grandiose, c'était magnifique, 56 millions d'euros dans l'IA. Milliards. Millions. Non mais attends, j'ai pleuré de rire quand j'ai entendu ça. J'ai cru qu'elle se foutait de nous. C'est dingue d'annoncer un truc aussi bête. Alors que Trump a dit, je vais mettre 500 milliards. Voilà. Nous, c'est 56 millions. Mais l'UE est malade. Nos dirigeants ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit. Vous voyez, on a un ministre des Affaires étrangères, M. Barrot. Je n'ai absolument rien contre lui. Mais il était ministre du numérique l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il a dit que ChatGPT est un perroquet approximatif. Ça veut dire qu'il n'a rien. Alors, il était ministre du numérique. Mais il met en danger son propre pays en le pensant s'il est aux manettes. Mais bien sûr, ça veut dire qu'il ne connaît rien, n'a rien, alors que c'est son ministère. Voyez, alors qu'on a affaire, encore une fois, à une machine qui d'ores et déjà est des millions de fois plus cultivée que vous et moi réunis. Voilà. Et donc, en plus, il y a des algorithmes qui lui permettent d'utiliser ses connaissances de manière très intelligente. Et donc, et je le rappelle toujours, c'est un bébé. Imaginez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Donc, on a là un vrai problème, c'est que l'Union européenne est complètement dans les choux. J'ai fait toute une série de conférences auprès des militaires du plus haut niveau en France. Et donc, généraux, amiraux, et quelques colonels avec eux. D'ailleurs, ce sont des gens tout à fait remarquables. Et l'un d'entre eux me disait, il faudrait que la France investisse au moins 40 milliards, pas millions, d'euros dans les armes et dans la restructuration de l'armée pour que nous redevenions indépendants des États-Unis, car les États-Unis pourraient clouer l'armée française au sol en un quart d'heure. Voilà. Non, il n'y a même plus de combat, en fait. Non, c'est une soumission Mais bien sûr. à l'intelligence artificielle dans le monde militaire. Oui, mais ce qui est incroyable chez Trump, c'est que, alors que, c'est pas un gamin, Trump, il a pas loin de 80 ans, mais il a compris ça. Et donc, alors que nous, on n'a toujours rien compris. Et nos politiques aujourd'hui, que ce soit Macron, que ce soit Bayrou, ils n'y connaissent rien. Alors, je veux ralentir votre enthousiasme parce que ça vaut la peine de bien déplier pour qu'on comprenne. Parce que je crois qu'on n'imagine pas. Oui. Il y a un point de bascule pas très lointain où aucune autre puissance, peut-être que la Chine, ne saurait rattraper ce qui sera verrouillable. C'est-à-dire que la maîtrise de l'intelligence artificielle pourrait verrouiller pour les autres le rattrapage. Est-ce que c'est bien positionné comme... C'est parfaitement bien. Et le but de la... Vous savez, il y a eu un moratoire, on en a énormément parlé, qui a été signé par plus de 30 000 chercheurs pour qu'il y ait une pause, notamment par Yuval Harari, mais aussi par Bengio, par Hinton, qui sont tous les deux l'équivalent du prix Nobel, donc le prix Turing en matière d'IA. Et donc, ces gens-là ont signé ce moratoire en disant il faut qu'on s'arrête pendant 6 mois parce que ce qui se passe est tellement dangereux avec l'IA, les possibilités de manipulation de ces machines sont tellement infernales, il faut qu'on s'arrête 6 mois pour faire une pause dans l'innovation, pour réguler. Voilà. Or, écoutez ça, Elon Musk a signé la pétition. Alors qu'il était parmi les premiers à nous mettre en garde, avec Larry Page de Google, avec qui il avait eu cette conversation et qui lui avait dit « T'es un pauvre spéciste, Musk, parce que tu n'as pas accepté que c'est l'évolution. La machine va nous reléguer aux oubliettes. » Là, on se moque de nous. Vous imaginez vraiment qu'Elon Musk va aller voir ses troupes en leur disant « Partez en vacances, arrêtez-vous pendant 6 mois, etc. » En fait, et je reviens à ce que vous disiez, le but de ce moratoire pour des gens comme Elon Musk, je ne parle pas des autres, les autres sont naïfs simplement, mais c'est évidemment de bloquer les nouveaux entrants. C'est ça le but, c'est le seul but. Elon Musk ne croit pas, c'est un IAC, c'est pas un decels dans ce débat entre les IAC et les decels. Évidemment. Accélérateur et décélérateur. C'est le débat le plus violent aujourd'hui aux États-Unis entre ceux qui disent il faut absolument accélérer l'innovation parce que l'IA est en train de sauver des millions de vies, notamment dans le domaine de la santé, ce qui est vrai, et les autres, les decels, qui disent il faut stopper, je viens de les évoquer, parce qu'il faut prendre le temps de réguler, parce que c'est la machine la plus dangereuse
comme l'a dit Zuckerberg, non, c'est Bill Gates, je crois, dit ça, avec l'IA, on invoque un démon. Voilà. Et donc, donc il faut prendre le temps de réguler. Mais la vérité, c'est que ce débat ne sert qu'à bloquer les nouveaux entrants. Et deuxièmement, c'est une blague. Parce que imaginez que l'Occident, pour des raisons morales, s'arrête pour réguler, comme le demandent Yuval Harari et ces gens-là, Winton ou Benjo. Imaginez qu'on s'arrête, nous en Occident, c'est en Europe, aux États-Unis, pour réguler. La Chine, la Russie et les théocraties hurleraient de joie en se disant mais ils s'arrêtent, les cons, ils s'arrêtent, on va en profiter pour continuer et pour accélérer comme jamais. Et Poutine a déclaré que ceux qui maîtriseraient l'IA maîtriseraient le monde. Il a raison. Et ceux qui la maîtriseront pourraient le verrouiller pour tous les autres. Évidemment. Et rendre inaccessible le génie. Le cliquet, exactement. Voilà. Il faut que les Européens comprennent, il faut que nos politiques comprennent ça. C'est pas simplement une question d'économie et d'argent et de commerce, bien que ce soit aussi ça, mais c'est la question du déclin radical et définitif, irréversible de la civilisation européenne qui est en jeu. Or, la civilisation européenne, c'est quand même la civilisation qui, au XVIIIe siècle, a inventé la science moderne, mais qui a inventé la démocratie, les droits de l'homme, la liberté des femmes. Enfin, 1000 choses qui sont quand même des choses auxquelles on peut être attaché. C'est ça qui risque de disparaître. Voilà, donc c'est un combat. C'est pour ça que j'ai publié ce livre très, très pédagogique pour que les gens comprennent les enjeux du débat actuel au lieu de rigoler en utilisant des versions périmées de ces IA génératives et en croyant encore qu'elles font des erreurs qu'on appelle les hallucinations. Et les États-Unis, donc, dans un monde banalement géopolitique, pourraient dominer complètement, bien sûr, sans l'appui de personne. Oui. Et quand on s'indigne de ce qu'aujourd'hui il dicte ces conditions, M. Trump, ce n'est peut-être que le début, parce qu'il y a un jour où il n'aura absolument pas besoin, lui ou son successeur, à demander la collaboration ou la permission à quiconque. Voilà, c'est pas America First, c'est America Only. Voilà, c'est exactement ça qu'il entête. Et ça marche pour l'instant. Regardez déjà la brutalité avec laquelle il a menacé la Colombie, le Panama, voilà, le Groenland. Ça marche parce que, par exemple, pour la Colombie, et le Mexique et le Panama, ça a marché très bien. C'est-à-dire que les menaces de rétorsion sur le plan notamment douanier sont telles, et sur le plan des visas aussi, de l'immigration sont telles, que les pays se couchent devant lui. Voilà. Mais parce qu'il sait qu'un jour, il n'aura plus besoin de personne. Mais bien sûr. Et donc, voilà. Alors, moi, je n'ai rien à lui reprocher. C'est son droit. Je veux dire, c'est le dirigeant le plus puissant du monde et il pense qu'il fait le bien de son pays. Et nommez-moi un pays. Un dirigeant qui a eu du pouvoir qui n'en a pas usé. Voilà. Mais c'est à nous de réagir. Voilà. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, les Européens ne cessent de dire Trump nous réveille, sauf qu'en vérité, il ne se réveille pas. Et sinon très tard. Sinon très tard, voilà. Et pour l'instant, et en plus, Trump, je suis désolé de dire ça parce que je sais que dire un peu de bien de Trump aujourd'hui est toujours très mal vu, mais enfin, c'est un pacifiste. C'est quand même un des rares présidents américains à ne pas avoir déclenché de guerre. Et en plus, que ce soit à Gaza, alors on peut discuter évidemment, Dieu sait que on peut en discuter, ou que ce soit en Ukraine, c'est quelqu'un qui veut installer la paix dans le monde, parce que la paix dans le monde, la guerre n'est pas bonne pour les États-Unis. Voilà. Et donc, c'est quand même ce qui se passe. Sinon que vendre des armes, ça a été un bon business. Ça, on les vend quand même en période de paix. Mais ce qui est quand même très, très inquiétant, c'est que sur cette question de l'IA, et c'est vraiment pour ça que j'ai fait ce livre de manière, encore une fois, en prenant tous les grands débats et de manière très pédagogique, en donnant chaque fois le point de vue pour, le point de vue contre, pour que nos dirigeants se réveillent. Et ça vaut pour les élites aussi bien intellectuelles que politiques, parce que les intellectuels ne sont pas du tout au niveau non plus. Mais j'ai l'impression même que la plupart des gens intelligents et interpellés par cette intelligence artificielle choisissent de ne pas voir. C'est une cécité absolument consentie. Écoutez, je fais vraiment des conférences très souvent sur ce sujet-là. L'autre jour, j'avais 700 personnes en face de moi, des chefs d'entreprise. Il y en avait 5 dans la salle qui étaient abonnés à ChatGPT. Et donc, quand ils parlaient... Qui payent. Bon, payent en gros 25 € par mois. Bon. Donc, à chaque fois qu'ils évoquaient leurs expériences de l'IA, c'était avec des IA qui sont
est complètement dépassé. Entre ChatGPT 2 et l'actuel, il y a la même différence qu'entre une 2 chevaux et une Formule 1. Ça n'a rien à voir. Alors, il continue à se servir de modèles anciens en croyant qu'ils sont au courant de ce qui se passe alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Voilà. Et en plus, très souvent, ils ne savent pas, par exemple, ce que c'est que la RAG, la récupération augmentée de génération, c'est-à-dire l'adaptation d'un LLM, d'un modèle de langage large Language Model. à leur entreprise. Et je parlais tout à l'heure du grand remplacement donc des emplois. Et donc, Goldman Sachs a fait une étude disant que 300 millions d'emplois seraient supprimés dans la décennie qui vient. Mais je parlais du métier de traducteur, qui est mort, vraiment mort. Mais ma fille travaille dans une entreprise à l'étranger, dans un pays moderne, dans lequel il n'y a plus une seule secrétaire. Tout le courrier est fait par ChatGPT. Il y a juste une personne qui vérifie le soir, qui corrige un peu avec les prompts, mais tout le courrier est fait. Or, secrétaire, c'est pas c'est pas un métier entièrement automatisable. Et vous allez avoir cette année les assistants IA qui vont sortir, qui pourra organiser mais complètement tout ce que vous voulez pour vous, les voyages, les réservations d'hôtels, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui se profile dès cette année, sans que nos politiques et nos intellectuels, pour beaucoup d'entre eux, aient compris de quoi il s'agissait. Et j'ai encore, à chaque fois que je fais des conférences, des gens qui rigolent quand je parle des performances de l'IA. Alors, il y a aussi des très bonnes nouvelles, j'y reviens parce qu'il ne faut pas... Mais sur l'emploi, avant de sur parler l'emploi, c'est très grave. Ouais. Je veux au moins aller jusqu'au bout de l'affaire. Oui, bien sûr, volontiers. Si vous aviez un garçon ou une fille de 10 ou 12 ans aujourd'hui, quelle serait votre recommandation? Va étudier ceci ou cela, ou au contraire, il faut penser à de nouvelles manières de se construire. Oui. Alors, ce qui est très difficile, c'est que voilà, la thèse de ceux qui pensent que l'impact sur l'emploi sera faible, je vous en ai donné une partie tout à l'heure en me disant ils pensent que seuls les métiers entièrement automatisables seront remplacés, ce qui est faux. Tous les métiers peuvent être, ou quasiment tous peuvent être remplacés maintenant. Et deuxièmement, ils disent, et j'en viens à votre question, par ce détour, ils disent, mais de toute façon, Schumpeter a raison encore aujourd'hui, destruction créatrice, oui, des emplois sont détruits, mais d'autres seront créés. Voilà. Mais bien sûr qu'il y aura des créations d'emplois, mais les emplois créés, data scientists, les spécialistes des cyberattaques, mais infinitésimaux à côté. Mais évidemment, si vous supprimez 300 millions d'emplois normaux, si je puis dire, pour en créer 30 000 de data scientists ou de spécialistes des cyberattaques, et même pas de programmateurs, de codeurs, puisqu'ils codent en Python aussi bien que n'importe quel spécialiste, ChatGPT. Et donc, le compte n'y est pas. Voilà, voyez. Donc, moi, ce que je défends, c'est qu'il va falloir rechercher le plus possible la complémentarité, et que pour les personnes qui seront remplacées par des IA, moi je propose un service civique pour les adultes. Je vous donne un exemple, mais je pourrais vous en donner 50. Et donc, je dirais c'est ce que je dis à mes filles, pour l'instant, tête, cœur, main, ça va quand même pour les 10 ans qui viennent. Voilà. 10 ans soyons optimistes. Parce que le temps qu'on rachète les robots Optimus, ça mettra un peu de temps. Mais bon, en même temps, ces robots, ils coûtent quoi, 15-20 000 $? Ils sont... Et c'est un marché plus grand que celui de l'automobile. Mais évidemment. Parce que Elon Musk prévoit d'en créer des millions dès l'année prochaine. Ouais, mais des millions, pas des milliers. Voilà. Et ces robots, ils travaillent H24, ils font pas grève, il n'y a pas d'arrêt de travail, ils sont pas à la CGT, ils emmerdent personne. Imaginez ce que ça va faire. Voilà. Donc je dis à mes filles, préparez-vous à travailler à la complémentarité avec ces machines. J'ai une fille qui est graphiste, par exemple. Bon, c'est compliqué parce que graphiste, c'est très très remplaçable dans beaucoup de secteurs. Voilà. Mais évidemment, j'ai aussi une fille qui installe, par exemple, des boutiques de luxe dans tous les pays du monde. Bah ça, c'est pas remplaçable. Ça, l'IA va pas se déplacer, prendre l'avion pour installer une boutique en Chine ou au Mexique à sa place. Donc il y a quand même quelques métiers qui vont subsister, qui vont rester. Puis les métiers de relations humaines, bien sûr aussi, il y aura quand même des métiers, il faut pas... Voilà. Mais si 60% des métiers sont remplacés, ce sera déjà beaucoup. Mais est-ce que le psy... voilà un bel exemple intime. Oui, le grand prof aussi, c'est comme le psy, le grand prof, mais le mauvais prof sera remplacé. Et le psy aussi, le mauvais? Le mauvais psy sera remplacé, oui. Sauf qu'on n'aura pas envie, parce qu'on sait que l'IA peut très très bien imiter le psychologue, mais on sait qu'elle ne ressent pas, que c'est quand même du faux. Donc on n'a pas envie de ça. Voilà. Et donc, si on guérissait mieux avec du faux?
Les maux de l'âme? Les maux de l'âme, non, parce que je crois pas. D'abord, je suis pas sûr qu'on guérisse vraiment les maux de l'âme, mais enfin, c'est un autre débat. En revanche, je disais, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Je vous disais que moi, j'ai enseigné biologie et philosophie à la fac de sciences de Paris, donc j'ai pas arrêté de travailler dans le domaine de la biologie, c'est une passion. Dans le domaine du cancer, je vous disais tout à l'heure, l'IA sauvera des millions de vies. Pourquoi? Il n'y a pas d'immunothérapie sans IA. Il n'y a pas de reprogrammation des lymphocytes pour aller attaquer précisément les cellules cancéreuses sans IA. Il n'y a pas de séquençage du génome d'une cellule cancéreuse sans IA. Voilà. Il n'y a pas donc de thérapie ciblée sans IA. Voilà. Donc il y a des domaines, dans le domaine de la santé, moi j'ai beaucoup d'amis médecins, je travaille beaucoup avec les médecins, voilà, régulièrement. Voilà, là, alors pour les médecins, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais pour la santé, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et vous savez, dans toutes les compétitions entre IA et médecins, l'IA pulvérise les médecins. Continuellement. Puis de plus en plus. Et même en chirurgie, par exemple, en chirurgie des os, l'IA est absolument irremplaçable aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est quand même c'est très bonne nouvelle pour les patients. En revanche, pour le métier de médecin, c'est pas radiologue, c'est mort. Enfin, il en restera un pour vérifier le travail qui est fait par l'IA, mais il en faudra un pour 10 ou 1% assez rapidement. Vous voyez. Donc, et même dans la médecine générale, ça commence à être très efficace. Mais est-ce qu'on peut même aller jusqu'à imaginer un Optimus qui est aussi notre médecin de famille, c'est-à-dire qui sait tout et qui est capable, par exemple, en temps réel, de voir nos signes vitaux et peut-être même de faire un petit test, d'analyser notre urine. Mais bien sûr, c'est déjà, en tout cas, sans parler de robotique, en tout cas, les logiciels de diagnostic sont infiniment meilleurs que les humains. Par exemple, sur la différence entre un mélanome et un carcinome, sur un grain de beauté, les performances des IA sont bien supérieures à celles des meilleurs cancérologues ou des meilleurs dermatologues, cancérologues. Et donc, et puis aussi en pronostic et en thérapeutique. Hein. Là, justement, Laurent Alexandre m'a envoyé des dossiers de collègues à lui, cancérologues, qui ont soumis à des logiciels de diagnostic comme AMI, par exemple, ça s'appelle AMI, les cas de cancer les plus difficiles qu'ils aient eu dans leur vie, et ils disent, ils sont absolument bluffés, scotchés. Lisez le livre de Bibot, le professeur Bibot, ça s'appelle L'Odyssée de la médecine 2041, il est professeur de cancérologie à Pompidou, et lui-même dit que son métier est carbonisé. C'est pas moi qui le dis, s'il a l'honnêteté de reconnaître, le dire. Ouais. C'est plus facile quand on est en fin de carrière, évidemment. Il est jeune, c'est un jeune. Non, enfin jeune, pour 50 moi. ans. Même pas, je crois. Mais si c'est des bonnes nouvelles, parce que ça en Oui, pour les patients, c'en est. Pour le médecin, moins. La dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de transhumanisme et de la capacité que nous aurons collectivement à être plus intelligents et plus sages parce que nous vivrons plus longtemps. Donc, je fais le pari. Je me trouve moins con à 60 ans que je ne l'étais à 20 ans. Il faut dire que je partais de très loin. Alors donc, mais si c'est à peu près vrai pour tout le monde, est-ce que, puis je pense vous avoir déjà posé la question, mais si on combine ça à l'IA, est-ce que nous vivrons dans un monde pacifié, je ne dirais pas plus doux, parce que je ne crois pas que c'est en nous, humains, mais où nous serons collectivement plus sages? Alors, l'IA va va booster, pardon pour l'anglicisme, comment dire, les laboratoires qui travaillent sur la longévité de manière absolument extraordinaire. Il y a deux révolutions dans le domaine de la longévité. Il y a la reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire être capable de transformer des cellules adultes différenciées en cellules souches originaires qui sont capables, comme par exemple ce que fait la salamandre, de reconstituer un organe entier quand on l'a coupé. Nobel de médecine 2012. Voilà, exactement. Et puis de l'autre côté, il y a les sénolytiques qui vont arriver dès l'année prochaine. Quand on donne des sénolytiques qui tuent les cellules sénescentes. Je vous explique ça en 2 secondes, c'est facile à comprendre. Quand on vieillit, vous avez 60 ans, moi j'en ai 74, quand on vieillit, on a un système immunitaire qui perd ses soldats, les fameux lymphocytes, les NK, Natural Killers. On perd ses soldats. Et donc c'est pour ça que le système immunitaire ne flingue plus les cellules Covid ou les cellules cancer, par exemple, ce qui fait qu'on meurt beaucoup plus du cancer à 60 ans qu'à 10 ans. Ou de la Covid à 60 ans qu'à 10 ans. Et a fortiori, ça s'aggrave après. Et donc, les sénolytiques, ce qu'on appelle les sénolytiques, ce sont des molécules qui sont capables... Alors, j'ai une chose avant pour qu'on se comprenne. Lorsque on vieillit,
les cellules qu'on appelle les cellules sénescentes s'accumulent dans le corps. Les cellules sénescentes sont des cellules qui ne se divisent plus, mais qui ne meurent pas. Elles produisent toutes les saloperies de la vieillesse, notamment tout ce qui est inflammatoire. Voilà, arthrose, arthrite, etc. Normalement, le système immunitaire devrait les éliminer comme il l'élimine quand il est en pleine forme, une cellule cancéreuse ou Covid quand elle apparaît, mais il n'est pas en forme quand on vieillit, donc il n'élimine plus les cellules sénescentes qui s'accumulent dans le corps humain et ça produit toutes les maladies de la vieillesse. Bon. Alors, on a maintenant des sénolytiques, on les aura probablement dans les 2-3 ans qui viennent, ils vont être diffusés, qui sont donc des molécules qui compensent la faiblesse du système immunitaire, donc qui flinguent les cellules sénescentes. Quand on donne ces molécules sénolytiques à une souris, elle vit, j'en ai là des photos dans mon iPhone, la souris vit 30% plus longtemps, mais elle vit beaucoup, beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus en forme, y compris intellectuellement. Voilà. Et donc ça, voilà, c'est deux révolutions. Vieillir jeune, en fait. Vieillir jeune. Mon slogan, c'est l'âge sans la vieillesse. Ouais. Voilà, c'est exactement ça que nous promet cette révolution de la aging, de la longévité. Voilà, l'âge sans la vieillesse. Autrement dit, guérir la vieillesse, c'est-à-dire vieillir mais en restant jeune, voilà, et en bonne forme. Moi, je peux. Qu'est-ce qu'on peut avoir contre ça? Et ça, l'IA va booster ça de manière extraordinaire parce que elle va permettre d'aller beaucoup beaucoup plus vite dans dans cette direction de guérir la vieillesse. Voilà. Et donc ça c'est quand même, moi, je trouve une nouvelle formidable. Mais à la clé, est-ce que nous sommes collectivement mieux ensemble? Est-ce que le monde est pacifié parce que nous serons... moins bêtes, moins violents. Bêtes et aussi plus vieux, jeunes. Oui, l'âge sans les rhumatismes. Oui. Voilà. Oui. Mais moi, c'est une hypothèse. Parce qu'on fait moins optimiste. La guerre à 70 ans, apparemment, qu'on l'a fait avant. Voilà, c'est ce que mon père m'a toujours dit, qui s'est évadé 4 fois des camps nazis. Il m'a dit, voilà, si la guerre était réservée aux plus de 60 ans, il n'y en aurait pas beaucoup. Et puis c'est pareil, quand vous conduisez une voiture, toutes les bêtises que j'ai pu faire au volant d'une voiture ou d'une moto quand j'avais 20 ans, je ne les fais plus aujourd'hui. Voilà. Et aussi avec ses enfants. Je suis infiniment plus patient et plus calme que je ne l'aurais été ou que je ne l'étais quand j'avais 30 ans. Je ne veux pas imaginer. Non, avec mes filles, je suis... je dis pas que j'accepte tout, mais je suis d'une patience infinie, j'écoute, voilà. Je pense qu'on est... Et puis, je suis mais infiniment meilleur professeur aujourd'hui que je ne l'étais quand j'avais 40 ans ou 50 ans. Ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que c'est une valeur ajoutée que l'IA pourrait remplacer? C'est-à-dire tout ce que vous décrivez de vous et qui fait que vos enfants, sur une échelle plus courte, mais vos étudiants apprécient parce que vous avez, à votre savoir, apporté aussi, appelons ça quoi? Une humanité, une expérience. Exactement. Et on revient à nouveau à la question des valeurs. C'est parce que cette humanité, elle est liée évidemment à des valeurs. Elle est liée à de l'affectif, elle est liée à de l'amour, elle est liée à de l'amitié, elle est liée à des affects. On dit des émotions en anglais. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours émotions en anglais, mais c'est pas seulement ça. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le respect des autres. Bon, voilà, c'est 1000 choses, mais que l'IA peut imiter, mais qu'elle ne ressent pas, qu'elle ne vit pas. C'est pas du tout la même chose. Et puis, elle ne peut pas changer une fois qu'elle a un code éthique, quel qu'il soit, elle ne peut pas en changer. Elle est obligée de continuer son sillon. Sauf si elle est justement supérieure et capable, comme nous, de faire évoluer nos valeurs. Alors, sauf si elle est une IA forte. Voilà, ce qu'on appelle une IA forte, c'est complètement autonome. Et donc, voilà. Moi, je pense qu'on arrivera à l'IA forte, j'en suis absolument convaincu, mais pas du tout comme le croient mes amis matérialistes, mais par hybridation, évidemment. Voilà, c'est-à-dire que quand on hybridera, d'ailleurs c'est le projet de Neuralink d'Elon Musk, quand on hybridera l'humain et la machine, là on arrivera très certainement à une post-humanité qui sera... très, 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 très étrange. Alors, on peut détester ça, on peut trouver ça abominable. Mais, en tout cas, moi, j'ai des amis qui souhaitent ça, qui pensent que si on veut résister au tsunami de l'IA, le seul moyen, Elon Musk a raison, c'est Neuralink, c'est-à-dire c'est l'hybridation homme-machine. S'augmenter nous-mêmes. Ouais, l'homme augmenté. Neuro-enhancement, neuro-augmentation. Voilà. Et ça, c'est le projet d'Elon Musk. C'est son vrai projet. Alors après, il y a encore un autre projet au-delà, qui est celui de l'éternité. Alors ça, c'est
Guillaume Verdon, même Laurent Alexandre, c'est l'idée de fabriquer des jumeaux numériques et de les intégrer dans la noosphère. Sam Altman lui-même, il a dit « Je veux qu'à ma mort, mon cerveau soit téléchargé dans la noosphère de l'IA ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, son jumeau numérique... Ouais. Soit avec son identité, et du coup... Donc notre empreinte neuronale. Voilà, et avec toute votre histoire, c'est-à-dire qu'il y a des... Souvenirs, mémoire, tout. Voilà, ils travaillent à fabriquer des jumeaux numériques d'eux-mêmes, avec tout ce qu'on peut mettre comme toutes vos caractéristiques, tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez posté sur les réseaux sociaux. Tout ça va remplir un jumeau numérique. Tout ce que disent de vous vos enfants, vos amis, vos proches, etc. Tout ça va remplir un jumeau numérique qui continuera d'exister après votre mort dans la noosphère. Vous voyez, c'est ça. Et en fait, c'est une idée spinoziste à nouveau, comme toujours. Vous savez, Spinoza dit qu'on va mourir, mais qu'on sera éternel. Pourquoi on sera éternel ? Parce que notre identité, on peut appeler ça un degré de puissance, restera éternellement dans l'entendement divin. Ben, c'est exactement la même chose. Notre jumeau numérique restera éternellement dans la noosphère de l'IA. Mais ils y croient. Qui est un entendement divin, donc une incarnation de l'entendement divin. Exactement. Exactement, c'est l'analogue de l'entendement divin de Spinoza, et le jumeau numérique est l'équivalent du degré de puissance qui caractérise chaque individu selon Spinoza. Voilà. Et donc ça, quand je dis ça, les gens ouvrent des yeux ronds en France, mais là-bas, des gens comme Musk, Zuckerberg, comme Sam Altman, comme Guillaume Verdon, comme Jeff Bezos, tous ces gens-là, ils ont que ça dans la... Enfin, ils y pensent toute la journée, c'est ce qu'ils appellent le post-humanisme. Oui, ils sont pressés. C'est pas le transhumanisme. Non, c'est le post. Oui, ils sont pressés parce qu'ils trouvent que le transhumanisme, c'est trop lent. Et qu'eux veulent pouvoir en bénéficier. Exactement. Ils disent, mais on a quel âge ? 60 ans, 70 ans, je sais pas quoi. Enfin, ça va aller plus jeune. Mais le transhumanisme, si on nous promet la longévité dans 20 ans avec les sénolytiques et la reprogrammation cellulaire, c'est trop tard. Donc, ils travaillent à la post-humanité aujourd'hui. Ils sont donc déjà dans un monde à part, c'est-à-dire qu'ils ont probablement déjà accès à une technologie, je fais simple, qui leur donne un avantage compétitif, biologique même sur nous. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'ils travaillent à la fabrication de jumeaux numériques d'eux-mêmes qui seront éternels. Non, mais ça paraît dingue, mais il faut aller jusqu'au bout. Laurent Alexandre a écrit un livre, c'est dans ce sens-là. Il a écrit un livre qui s'appelle « ChatGPT va nous rendre immortels ». Et il y a un chapitre, d'ailleurs, qui résulte d'une discussion qu'on a eue ensemble, où il dit, voilà, l'asticot ou la noosphère. Voilà. L'asticot, c'est si on ne rentre pas son jumeau numérique dans la noosphère, mais si on rentre son jumeau numérique dans la noosphère, on ne mourra pas en France. On mourra quand même, mais on sera éternel. C'est pas la même chose. Alors, le corps mortel, comme chez Spinoza. Spinoza, il écrit dans l'éthique, nous sentons et nous expérimentons déjà que nous sommes éternel. Le corps va mourir, puisque voilà, il va se fondre, il va retourner dans la nature, les parties du corps vont se répandre dans la nature et elles vont être réintégrées dans tout ce qui poussera à partir de là, dans tout ce qui vivra à partir de là. Dans l'humus du monde, voilà, exactement, merci. Mais en revanche, notre identité profonde, notre degré de puissance, restera éternellement dans l'entendement divin. C'est exactement ça qu'ils veulent obtenir avec ces jumeaux numériques. Mais ce que je dis à Laurent Alexandre, je lui dis, ton jumeau numérique, c'est pas toi. Ça n'est pas toi. Mais alors, ça me pose, moi, une question. Elle est toute bête, encore une fois, mais c'est un moteur essentiel de l'humanité, la sexualité. Mais j'allais y venir. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, ton jumeau numérique, il pourra ni baiser, ni bouffer, ni aimer. À quoi bon ? Si les sens ne sont plus interpellés. Il ne pourra même pas aimer. Il ne pourra pas aimer, donc ça n'a aucun intérêt. C'est l'enfer. En plus, il sera enfermé dans cette noosphère, il ne pourra plus en sortir. Donc, je lui dis, voilà. Mais Guillaume Verdon, il s'appelle son pseudo sur la toile. Son avatar. C'est Beth Bezos. Et lui, c'est le grand théoricien, c'est un Canadien, c'est un grand théoricien donc de cette noosphère. Donc ils empruntent l'idée à Teilhard de Chardin, cette nouvelle noosphère qui serait la noosphère de l'IA. J'ose à peine en parler parce que dès qu'on rentre là-dedans, les gens finissent, ils décrochent, ils se disent ça y est, ils nous ont quittés, ils sont complètement barjots. Mais il faut savoir que ces gens de la Silicon Valley, ils ont intégralement ça dans la tête. Et ça donne le vertige et peut-être pas envie d'être éternel, parce que je me vois prisonnier, c'est comme une damnation d'ailleurs. Pour moi, c'est l'enfer absolu. Condamné pour l'éternité
à me contempler. Oui, oui, et puis en plus, votre jumeau numérique continuera à progresser, à changer, mais vous n'y serez plus pour rien. Ça sera malgré moi. Voilà, exactement, donc c'est une définition de l'enfer. Et donc, non, moi je suis transhumaniste à fond, c'est transhumaniste au sens où je l'ai défini, c'est au sens où si on peut guérir la vieillesse, j'en serais absolument ravi, quitte à me suicider le jour où j'en aurai marre. Mais en revanche, post-humaniste, pour moi, c'est une définition de l'enfer, oui. Mais il faut avoir un amour démesuré pour soi-même, pour ce vouloir éternel, non? Ça, non, on peut avoir... enfin, je distingue donc entre éternité et immortalité. Oui, voilà. Donc, non, tant qu'on aime la vie, qu'on aime les autres. Vous savez, en fait, pourquoi le transhumanisme, ça va marcher, si je puis dire? C'est pas tellement par amour pour soi-même, c'est plutôt par amour des gens qu'on aime. Quand vous avez quelqu'un que vous aimez par-dessus tout et qu'il est atteint d'une maladie, vous êtes prêt à tout pour le garder. Je pensais plutôt au scénario de la noosphère, c'est-à-dire du jumeau numérique. Et là où je me dis, mais... Non, mais ça, c'est... Moi, je trouve ça à la fois délirant et effrayant, oui. Et possible. C'est possible. Les jumeaux numériques, ils existent déjà. J'ai un ami qui a fait un jumeau numérique de lui-même, qui a parlé pendant 20 minutes avec ses enfants. Ils ne se sont pas aperçus que ce n'était pas leur père. Donc ça existe déjà. Et vous avez entendu parler de ça. Il y a dans une visioconférence, un jumeau numérique du patron d'une boîte qui a fait virer 25 millions de dollars à Hong Kong à son directeur financier. On en a beaucoup parlé. C'est réel, vous pouvez le vérifier tout de suite. François Hollande pensait parler avec l'ancien patron de l'Ukraine et a eu une conversation en visio et était convaincu que c'était vrai, en fait, que c'était... Mais le patron de Zoom a avoué qu'il se fait... Et beaucoup de patrons font ça aujourd'hui. Se font remplacer dans les visioconférences, par exemple pour les assemblées générales, quand il y a un petit discours à faire. Après, il y a 3-4 questions qu'on leur pose. Le jumeau numérique remplace le PDG et il n'a aucune difficulté à répondre aux 3-4 questions qu'on lui pose après qu'il a fait son speech. Et il répond avec les tics parfaits. Enfin, il est impeccable avec les tics de langage, avec les tics du visage, etc. Et il répond sans aucun problème, comme le PDG. Et le patron de Zoom disait, ça me permet d'aller à la plage pendant ce temps-là. Oui. C'est pas une blague. Et beaucoup de patrons font ça. Alors, je vous dirais que l'éthique qui manque, c'est ETHI. Je suis bien d'accord avec vous. Oui. Parce que l'éthique TICS, oui, mais... Que ceux qui nous écoutent comprennent bien que ce que nous disons là tous les deux, c'est pour que chacun se réveille, essaye de comprendre ce qui se passe et essaye d'organiser sa vie et celle de ses enfants à partir de cette compréhension. C'est ça le but de l'affaire. C'est pas de faire peur aux gens pour faire peur. Mais là, on a une révolution c'est un tsunami. Voilà, oui. Ça ressemble à rien d'autre dans l'histoire de l'humanité. Alors, j'apprécie parce que nous vivons une époque formidable, comme je le dis très souvent. Merci de... Oh non, merci à vous. C'est vraiment très, très gentil. C'était tonique et je vous ai entendu souvent en parler et je trouve que ce que nous avons eu comme échange, en tout cas, moi, m'a ajouté en tout cas, à ma compréhension et sinon... C'est très gentil à vous. Plus qu'à ma compréhension, je dirais à mon inquiétude peut-être aussi. Oui, c'est moi aussi. Vous savez, moi aussi, j'ai peur. J'ai beau être passionné par cette histoire. Moi aussi, il m'arrive, et d'ailleurs, mes amis, même qui sont des geeks absolus, ils vous disent, on a tous peur un peu. Ouais. Et n'en parle plus, peut-être qu'on veut seulement boire un verre de vin en paix. Luc Ferry, ça s'appelle l'IA, grand remplacement ou complémentarité. Merci beaucoup, merci à vous qui avez écouté. Surtout. Philippe Lorange à la recherche, Jeanne Croteau à la réalisation, Stéphane Bureau au microphone. Au plaisir de se retrouver bientôt, Luc Ferry, à moins que vous n'envoyiez votre jumeau numérique. Non, je préfère vous voir en vrai. Au revoir. Merci à vous.